Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, je suis maman de 3 grands adolescents et minimaliste avec eux depuis plusieurs années. Sur ce podcast, je partage astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si toi aussi tu as envie de te débarrasser de plein de choses dans ta maison, le podcast est un excellent point de départ. Et pour aller plus loin, rendez-vous en description pour les liens de toutes mes ressources gratuites et de mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient fréquemment quand on commence à parler de minimalisme, la peur d'aller trop loin. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est un sujet brûlant, c'est quelque chose dont on parle souvent avec les personnes qui sont sur notre programme de tri, généralement au bout de la 6e semaine, la peur d'aller trop loin dans son désencombrement ou dans son tri. Alors oui, cette peur, elle peut nous bloquer un petit peu quand on commence à alléger notre maison, à trier nos objets, à simplifier son quotidien. Et moi, je suis là pour vous dire qu'on n'est pas seul à avoir cette peur, moi y compris. Une fois que j'ai commencé à faire sortir des choses de ma maison, je me voyais en mode tornade et j'avais vraiment peur que j'allais pas savoir m'arrêter. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une peur qu'on peut affronter, comprendre et surmonter ensemble. Alors je vais prendre le temps aujourd'hui de décrypter les 3 grandes peurs que j'entends souvent quand on parle de peur d'aller trop loin et de voir comment on peut les apaiser pour avancer un petit peu plus sereinement. La première des peurs, c'est de finir avec une maison vide. Et quand on entend maison vide, on entend maison sans vie. C'est une peur un peu légitime. Si on a toujours vécu entouré de plein d'objets, d'éléments qui apportent une certaine sécurité, c'est normal de se demander si réduire cette quantité, ça risque pas de créer un vide. Et cette sensation de vide, elle peut nous sembler un peu inquiétante au départ. Beaucoup d'entre nous grandissent avec cette idée que plus on a de choses, plus on est en sécurité. On aura toujours ce dont on a besoin au moment où on en aura besoin. Alors, quand on se met à trier, forcément, il y a cette angoisse qui surgit. Et si je manquais de quelque chose un jour ? Mais cette peur, à réfléchir un petit peu plus longtemps que 2 secondes, elle repose pas toujours sur des faits réels. Combien de fois on a acheté un objet et puis après on l'a pas utilisé, on l'a même oublié, on s'en souvient qu'au moment du tri. Donc ce besoin de garder des choses au cas où, il est souvent, pas tout le temps, mais souvent lié à une peur un peu irrationnelle. Quand on fait du tri aussi, on a peur d'oublier des souvenirs, d'effacer des fragments de notre passé qui sont symbolisés par des objets. Donc on se dit que si on commence à sortir trop de choses, on va sortir ces souvenirs, on va finir par oublier des pans entiers de notre existence. Et si on en a gardé autant, c'est souvent qu'on s'est dit qu'en les gardant, on conserve un peu de notre histoire. Alors oui, c'est vrai, mais si notre maison devient un musée de souvenirs, est-ce que c'est vraiment une maison qui est pleine de vie ? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu bloqué dans le passé ? Et puis comme je dis à longueur de podcast, de toute façon les souvenirs ils sont pas dans les objets, les souvenirs ils sont en nous. Quand quelqu'un vient chez nous et qu'il voit un souvenir à nous, ça ne lui évoque rien du tout. C'est donc bien une preuve que l'objet en soi ne sert pas à grand chose, il est là pour déclencher un souvenir. Donc du coup, quand on a toute une série d'objets qui déclenchent le même souvenir, qu'on en garde un ou qu'on en garde 50, c'est pareil. Cette peur d'avoir un intérieur vide dans lequel on serait pas vraiment très à l'aise, et aussi parce qu'on a cette idée, j'en ai parlé avec Julie Makes You Happy de ça, cette idée qu'un intérieur encombré, c'est un intérieur vivant. Mais la vérité, c'est qu'une maison où on a du mal à circuler, où les objets sont tellement nombreux qu'on peut pas se poser tranquillement, c'est pas une maison vivante. Une maison vivante, c'est celle où on peut respirer. C'est celle où chaque objet a une place, une fonction, et il y a de l'espace pour nous, les gens qui vivons dedans. Faire de sa maison un endroit de vie pour les objets où nous, on a moins de place, où nous, on arrive moins à vivre, en quoi ça devient un lieu de vie ? Une maison vivante, c'est un endroit où les enfants peuvent transformer le salon en cabane, où on peut accueillir des amis sans se soucier des objets qui encombrent l'espace. On peut ouvrir nos portes sans avoir honte. Plus d'espace, c'est plus d'espace pour faire rentrer la vie. Le minimalisme, ça veut pas dire un vide aseptisé, mais une maison épurée. On a choisi avec soin ce que l'on garde. Un lieu où chaque objet a une signification, une intention. Et c'est dans ces conditions-là que la vie peut réellement s'y exprimer. Quand on n'est pas constamment entouré d'objets, on peut plus facilement vivre des moments de joie avec ceux qui comptent. La vie dans une maison minimaliste, c'est aussi de pouvoir y mettre des couleurs, des éléments qui nous ressemblent. C'est un intérieur qui nous reflète, avec peu, mais de manière consciente. Si j'entends encore une fois une personne qui me demande si c'est tout blanc chez moi parce que c'est minimaliste, je vous jure, je les passe par la fenêtre. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu as peu d'objets chez toi que tu ne peux pas peindre ton mur d'une couleur vivante ou avoir un canapé qui pète un petit peu. Et puis oui, il y a moins de choses chez nous.
Mais tout ce que j'ai gardé, je l'ai gardé avec attention. Donc je me suis créé un environnement qui nourrit mon bien-être et celui de ma famille. Mais au final, cette idée qu'on puisse aller trop loin dans le minimalisme, alors je la comprends, je l'ai eu aussi, mais quand on commence à pratiquer, on se rend compte qu'en fait, elle n'a pas très lieu d'être et elle finit par s'effacer au fur et à mesure. Parce que le minimalisme, c'est un processus personnel. Il n'y a pas une limite universelle, c'est pas un concours. Le but, c'est pas d'atteindre un nombre d'objets précis. Si on voit, quand on fait son tri, qu'on a envie, qu'on a besoin de réduire encore plus, c'est que notre perception des objets a changé. On commence à voir le coût caché de l'encombrement, comme l'argent dépensé, le temps passé à gérer les objets, l'énergie pour les entretenir. À partir de là, il est tout à fait naturel de vouloir aller plus loin. Mais en fait, on va jamais trop loin, vu que c'est nous qui mettons les limites. C'est notre espace à nous, c'est nous qui décidons de quand est-ce que ça suffit. Et le jour où on sent que c'est trop, ça s'arrête naturellement. C'est aussi simple que ça. Et là, nous, du début, qui commençons à faire un tri ou un désencombrement, peut peut-être trouver que enlever 60% de nos affaires, ça va être beaucoup trop, mais celle qui commence à avancer dans le tri et dans le minimalisme et dans le désencombrement se rend compte qu'en fait, 60%, c'est peut-être pas assez. Notre vision change, donc nos objectifs changent. Il faut se faire confiance. Et puis, personne nous met le couteau sous la gorge. Si on trouve qu'il commence à y en avoir pas assez, on s'arrête. Donc vraiment, il n'y a pas de peur à avoir là-dessus au final. Une des autres peurs qui sont un petit peu associées au fait qu'on ait peur d'aller trop loin, c'est pas vraiment notre peur à nous, c'est qu'on a peur que ce soit notre famille qui soit frustrée et que ce soit notre famille qui n'aime pas nos choix et qui pense qu'on est allé trop loin. Donc c'est la crainte que cette démarche minimaliste dérange notre entourage. Ils pourraient ne pas comprendre ou apprécier ce changement de mode de vie. Là, pour le coup, cette peur est tout à fait compréhensible parce que le minimalisme, même quand on le pratique en famille, au final, c'est quelque chose de personnel. Comme je viens de dire, on n'a pas tous la même limite de ce qui est trop et de ce qui est pas assez. Dans ces cas-là, si on a peur de ça, d'aller trop loin, pas pour soi, mais pour les autres, la communication, c'est essentiel. Il va falloir trouver peut-être des compromis. Ça peut commencer par un petit échange sur ce que représente pour chacun de nous l'encombrement de la maison. Alors oui, au début, ils seront peut-être réticents parce qu'ils n'ont pas forcément la même perception des objets que nous, mais ça peut quand même se faire en douceur. On n'est pas obligé d'arriver trier en mode bulldozer en disant « Moi, je souffre de l'encombrement de la maison, allez hop, vous n'avez rien à dire, je bazarde tout ». Si on sent qu'il y a un petit malaise autour de nous quand on commence à diminuer les objets autour de nous, il est important d'en parler. On peut parler de ce qui est essentiel pour les gens qui partagent notre foyer. Les objets qui les rassurent, ceux qui sont utiles au quotidien, ce qui est important dans leur vie. On peut ensuite définir un minimum, en gros, qui correspond à chacun et les assurer que le but n'est pas juste de tout faire sortir, c'est de garder son essentiel et que bien sûr, quand on vit en famille, si moi je trouve que quelque chose est superflu, mais que c'est vraiment essentiel pour mon conjoint, ou pour mes enfants, bien sûr que ça a sa place ici. Parce que soyons honnêtes, si nous on est heureux dans notre espace minimaliste et que les autres sont malheureux comme les pierres, de toute façon ça va pas marcher, ce sera pas pérenne. Même quand on souhaite simplifier son environnement, on peut pas être vraiment heureuse, en tout cas c'est mon opinion, si on voit que ça affecte négativement la famille. Donc il faut trouver cet équilibre. À l'inverse, si on a peur que la famille ne nous soutienne pas, il faut partager nos raisons, mais ça, c'est encore un autre thème. Quand on parle d'avoir peur d'aller trop loin dans le minimalisme, on ne parle pas juste du tri, mais aussi de la consommation. Il y a cette peur qu'on va devoir se priver et qu'on ne pourra plus acheter des choses qui nous font plaisir. Bref, qu'on vivra dans la frustration infinie, absolue et définitive. Le minimalisme implique souvent une réduction de la consommation, c'est sûr. Et oui, au début, je vais pas vous le cacher, on est assez frustré. On a beau être motivé, on a beau voir qu'on a un problème avec la consommation, c'est pas forcément facile d'arrêter du jour au lendemain, en fait. Je l'ai vécu, mon Dieu, que c'était dur de ou ne plus aller dans les magasins, ou d'y aller, et de me freiner dans mes achats. On a l'impression de se priver au début, vraiment. On a l'impression de ne pas pouvoir acheter ce que l'on désire. Mais cette frustration, en fait, elle est temporaire. C'est un peu une transition nécessaire pour comprendre pourquoi on a tant besoin de consommer. Au bout d'un moment, il y a un déclic. En général, notre envie d'acheter, elle est liée à des mécanismes un peu émotionnels. Peut-être qu'on achète pour combler un vide, pour s'occuper, pour se sentir mieux, pour se distraire. Mais au fond, quand on commence à prendre conscience de cette dynamique, ça devient évident que l'achat compulsif, ça nous apporte pas du bonheur durable. Ça nous apporte une joie comme ça temporaire, mais ça nous apporte pas du bonheur durable. Et une fois qu'on décorrèle dans notre tête bonheur durable et consommation, il y a un truc qui se passe et c'est fini, on ne ressent plus cette frustration. Après avoir désencombré la maison et qu'on observe ce qu'on a accumulé, en fait, on prend du recul. Donc, plus on avance dans notre pratique, moins cette frustration est grande. On réalise souvent qu'on a gaspillé de l'argent, du temps
et parfois même des ressources pour des objets qui ne servent qu'à court terme, qui se sont détériorés et qui ont fini dans un coin. Cette prise de conscience, ça devient un électrochoc. Plus on réduit la consommation, plus on prend conscience de notre rapport aux objets. Et cette frustration disparaît peu à peu. On dit que l'appétit vient en mangeant. Moi, je vous jure que moins on consomme, moins on a envie de consommer. Et quand il y a moins d'envie, il y a moins de frustration. Et quand on achète, en fait, on apprend à apprécier beaucoup plus. C'est ça qui paraît un petit peu contre nature quand on ne s'est pas lancé là-dedans. On a peur d'être frustré en se lançant dans le minimalisme. Et en fait, on apprécie encore mieux nos achats parce que chaque achat devient réfléchi. On choisit des objets qui ont du sens, qui ont une vraie utilité et qui nous apportent une joie durable. Au final, on se rend compte que la satisfaction liée à l'achat ne dure que quelques instants, alors que la satisfaction d'avoir fait un choix réfléchi, d'avoir acquis quelque chose qui a une vraie valeur pour soi, elle dure bien plus longtemps. En vous lançant dans le minimalisme, dans le tri ou dans le désencombrement, non, vous n'irez pas trop loin. C'est normal de penser qu'on ira trop loin quand on est à la ligne de départ, quand on n'a pas fait tout ce travail sur soi, sur notre rapport à nos objets, sur notre rapport à la consommation. Mais plus on avance, plus on change d'état d'esprit, plus on se met à apprécier le vide, plus on se met à apprécier le peu. Et ce n'est pas du tout un sentiment de frustration qui ressort, mais vraiment un sentiment de sérénité. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. C'est vraiment une question qui revient très souvent, donc je suis contente d'avoir pris le temps d'y répondre. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous savez comment faire, tout est en description. Et si vous aimez ce podcast, please, c'est l'anglais. Merci de partager cet épisode avec le plus grand nombre, de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Et si cet épisode ou d'autres vous ont donné envie de commencer à faire le tri chez vous, rendez-vous toujours en description pour les liens de mes ressources gratuites. J'en ai même créé une nouvelle, les 5 étapes pour se lancer dans le tri. Et je tiens aussi à vous annoncer que les inscriptions pour le programme de tri commencera le 26 avril, sont ouvertes dès à présent. Si vous étiez préinscrit, vous avez même le droit à une petite réduction grâce à votre code que vous avez reçu par email. Attention, les places sont limitées. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.